Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Enquête et Make-up où je vous raconte des histoires criminelles tout en me maquillant. Avant de commencer, je vous préviens que nous allons aborder des sujets sensibles, nous allons parler de meurtres, d'agressions sexuelles avec des détails un peu graphiques parfois, donc attention. L'histoire d'aujourd'hui commence le 15 septembre 2005 à Choisy-sur-Seine, dans la banlieue sud de Paris, dans une petite résidence de 4 étages où tout le monde se connaît. Au deuxième étage habite Audrey, 24 ans. Elle habite seule car sa maman a déménagé à la campagne pour habiter avec son compagnon et elle est restée dans l'appartement familial le temps de finir ses études. Ce jour-là donc, ce jeudi 15 septembre, ses copines, donc les copines d'Audrey, se rendent compte que ça fait quand même quelques jours qu'elles n'ont pas eu de nouvelles d'Audrey. Ça les inquiétait beaucoup parce que c'était pas de son habitude de ne pas donner de nouvelles. Et en plus, ce jour-là, elle avait rendez-vous pour faire du shopping avec ses copines. Et elle ne s'était pas montrée, elle n'avait pas prévenu qu'elle allait pas venir, elle n'avait pas envoyé de texto, pas appelé. Enfin bref, c'était quand même super bizarre. Ses copines se sont donc rendues chez elle, elles ont sonné en bas de l'immeuble, pas de réponse. Elles ont remarqué que sa 206 était bien garée à sa place sur le parking et que ses rideaux étaient fermés. Elles ont décidé de ne pas appeler tout de suite sa mère pour pas l'inquiéter avant de savoir vraiment où était Audrey. Mais elles ont quand même appelé Marie-Claude, c'était une infirmière, une amie de la famille, et Audrey était assez proche d'elle. Donc Marie-Claude arrive avec des policiers municipaux, ils sonnent chez le gardien qui leur ouvre la porte, les emmène vers la porte de l'appartement, ils sonnent et évidemment pas de réponse. Donc les policiers laissent un mot sur la porte d'Audrey en lui disant voilà, dès que vous rentrez, rejoignez la police car vos proches sont inquiets. Et ils sont partis en décidant encore une fois de ne pas prévenir sa mère. La nuit passe et le lendemain, le vendredi donc, le gardien a remarqué que la note était toujours sur la porte et que Audrey n'était toujours pas revenue. Du coup, il finit par lui-même appeler la mère d'Audrey en lui disant voilà, il y a un souci, votre fille a disparu. Sa mère panique évidemment, saute dans sa voiture et arrive assez rapidement avec les doubles des clés. Marie-Claude arrive aussi à l'appartement et elles rentrent toutes les deux en même temps. Évidemment, aucun signe d'Audrey. Elle n'a rien remarqué de spécial, à part qu'il y avait un petit désordre quoi. Hein. Il y avait la table du petit déjeuner qui n'était pas rangée, il y avait le PC qui était encore branché sur le canapé. Enfin, c'était pas quelque chose d'alarmant, mais en même temps, ça ressemblait pas trop à Audrey de laisser un petit bazar comme ça. La mère d'Audrey appelle la banque et lui confirme qu'il n'y a eu aucun paiement, aucun retrait bancaire depuis au moins 3 jours. Ce qui ne présageait rien de bon, quoi. Donc Audrey avait vraiment disparu. Du coup, la mère va voir la police pour leur dire voilà, je crois que ma fille a disparu, mais évidemment, comme d'habitude, hein, elle n'est pas prise au sérieux. On lui dit que voilà, sa fille a 24 ans, elle est certainement juste partie en week-end avec quelqu'un sans la prévenir, et que si elle revenait pas donc 3 jours après, donc lundi, là, elle pourrait peut-être venir vraiment signaler sa disparition. Et je sais pas pourquoi, en fait, dans toutes ces histoires, en général, les policiers, ils prennent pas au sérieux les disparitions comme ça. Enfin, je pense que de nos jours, même en 2002, c'était quand même compliqué de juste comme ça partir en week-end sans prévenir personne, surtout les gens qui nous sont proches, et puis surtout partir en week-end sans retirer de l'argent, sans payer que sa carte, enfin, ça n'a aucun sens. Sinon, ça serait trop simple et on serait pas là en train de se raconter cette histoire. Du coup, la mère ne sait plus quoi faire, elle revient à l'appartement et elle décide de passer la nuit là-bas. Elle appelle son compagnon en mode je veux pas rester toute seule cette nuit, viens avec moi, etc. Elle rentre à l'appart du coup et elle s'arrête pas là. Elle continue à chercher, à fouiller un peu partout. Elle trouve un répertoire d'adresses et de numéros de téléphone. Elle le prend, elle appelle tous les numéros de téléphone qu'elle trouve. Est-ce que vous avez des nouvelles d'Audrey? Quand est-ce que vous l'avez vue pour la dernière fois, etc. Mais ça l'amène pas, enfin ça l'amène à rien quoi. Et du coup, à un moment, en fouillant un peu partout, elle sait que sous le lit de sa fille, elle stocke ses valises de voyage, ses sacs de voyage, etc. Donc elle commence à les sortir en se disant, bah, voilà, si elle est partie en voyage, il va certainement manquer des valises ou autres. Et évidemment, toutes ces valises étaient là. Elle sait qu'elle utilise ces valises-là comme débarras, donc elle se dit, bon, je vais les fouiller pour voilà, voir si je trouve pas un indice ou autre. Et en fouillant sous le lit, à un moment, elle touche un petit truc, genre un truc un peu doux, comme une peluche. Enfin bref, de toute façon, elle était tellement concentrée sur la valise que elle s'en rend pas compte. Elle sort les valises, elle les fouille et elle trouve rien du tout. Bon, elle laisse tomber et elle va se coucher. Une fois allongée, elle commence à avoir un flashback. Elle commence à se dire mais attends, c'est quoi ce truc que j'ai touché sous le lit de ma fille, là, cette peluche. Elle se lève, elle court vers le lit de sa fille, elle tend le bras et là elle touche un truc dur, froid. Elle tire et là elle tombe dernier avec le corps de sa fille. Vous imaginez le choc?
La maman, elle était complètement sonnée, enfin, elle avait du mal à réaliser et apparemment quand elle a vu que c'était sa fille, elle lui a même dit: «Mais qu'est-ce que tu fous là, quoi?» Enfin, elle a même pas compris que sa fille était morte. Donc c'était son cadavre, elle était nue, étranglée, avec des blessures partout sur le corps, en fait, depuis tout ce temps, elle était sous le lit. La police arrive avec des experts scientifiques, ils analysent la scène, mais ils trouvent pas grand-chose. Donc ils voient bien qu'Audrey a été étranglée, mais il n'y a rien, il n'y a pas de poils, il n'y a pas de cheveux. Enfin, le tueur savait très bien ce qu'il faisait. Et ils ont juste remarqué que voilà, le petit désordre ambiant dont je vous parlais tout à l'heure, ça montrait qu'il y avait eu une lutte, mais on n'avait pas plus d'informations que ça. Donc a priori, ils n'ont aucune piste. Tout ce qu'ils savaient, c'était que mardi 13 septembre, Audrey avait dîné avec ses copines. Elle leur avait dit que le lendemain matin, elle avait un rendez-vous très très tôt. Et voilà, elle est restée avec eux jusqu'à, je sais plus, tard dans la soirée, puis elle est rentrée chez elle. Le fait qu'elle ait dit qu'elle avait un rendez-vous le lendemain montrait qu'a priori, elle avait invité personne, elle attendait personne chez elle. Donc les flics ne comprenaient pas trop, surtout que cette fille n'a aucune histoire, elle n'a aucun ennemi, enfin ça n'a aucun sens. La première piste qu'ils ont explorée, c'était un hôpital psychiatrique qui était juste en face de la résidence. Ils se sont dit, voilà, peut-être qu'un malade s'est enfui ou autre, mais en fait il n'y a eu aucune évasion de signaler. Et surtout pour entrer dans l'immeuble, il faut un code, il faut un badge, enfin c'est peu probable. Lorsque les policiers investissent les lieux, le gardien les aide beaucoup. Donc il connaît les habitudes de tout le monde, donc voilà, il leur donne toutes les informations qu'ils veulent, il est très très bavard. Le deuxième jour, le gardien vient voir les policiers et leur dit comme ça, de but en blanc, voilà, en fait je préfère vous prévenir, j'ai fait de la prison, j'ai des antécédents, vous allez certainement le découvrir durant l'enquête, mais je préfère vous le dire, j'ai violé une femme, donc voilà, j'ai été incarcérée, mais depuis j'ai rien fait, je suis un traitement de castration chimique, donc j'ai pas de libido, j'ai pas de pulsion, mais voilà, comme vous allez forcément le découvrir, vous allez penser que je suis un suspect, mais je vous jure, j'ai rien fait. Et puis surtout, vous allez trouver mon ADN et mes empreintes dans l'appartement d'Audrey. C'est juste parce que il y a quelques jours, elle avait un nid de guêpe dans sa fenêtre et je suis montée l'aider à s'en débarrasser, etc. Intéressant. Intéressant, intéressant, intéressant. Surtout que les policiers ont trouvé ça curieux que le gardien, qui s'appelle Jean-Luc Caès, parle de viol, parce que jusqu'à maintenant, on sait juste que Audrey a été étranglée. On ne sait pas si elle a été violée, puisqu'elle a encore, son corps est encore en train d'être analysé par le médecin légiste. Donc, il y a anguille sous roche. Alors, les policiers ont vérifié ses antécédents et franchement, c'est un sacré numéro. Eh ouais. Déjà dans les années 80, il a traîné une femme dans les bois et l'a violée. Donc il s'est fait arrêter assez rapidement parce que ce débilos a donné son nom et son prénom. Je ne comprends pas pourquoi, mais voilà, au moins ils ont pu l'arrêter assez rapidement. Il a écopé de 7 ans de prison et les psychologues, non pas les psychopathes, les psychologues, enfin psychologues, psychiatres, ont dit qu'il était très dangereux, que c'était un psychopathe du coup. Mais il a fait que 5 ans de prison et puis après il est sorti. À sa sortie de prison, il a agressé des campeurs. Pourquoi? On ne sait pas, enfin bref, il a écopé de 6 mois encore de prison, et lorsqu'il est sorti cette fois-ci, il a pris un appartement je sais pas où, et puis il est allé à la rencontre de ses voisins, il a fait des crèmes au chocolat, voilà, des crèmes au chocolat, il est allé toquer chez sa voisine qui avait une fille de 19 mois, non pas du tout, qui avait une fille de 19 ans, et il leur a offert ses crèmes au chocolat. Donc en fait, il avait mis des sédatifs dans les crèmes au chocolat. La fille de sa voisine en a mangé 2 d'un coup, donc elle est tombée directement KO. Et s'est réveillée à 1 h du matin avec Caès sur elle, qu'il avait attachée, qu'il a mordé, l'a giflée, qu'il a violée, enfin bref, catastrophe. Donc il s'est fait arrêter et il va dire que c'est de la faute de la justice. Bah ouais, parce qu'ils ne veulent pas le soigner. Bah voilà, vous comprenez. Lui, le pauvre, il a des petites pulsions de viol comme ça, là. Pourquoi il l'aide pas à se faire soigner? Voilà, pourquoi? Bref, il va écoper de 20 ans de prison, il va en faire 12 et puis il va sortir, sachant que les psychiatres ont bien dit que voilà, encore une fois, c'était quelqu'un de très dangereux, que c'était un récidiviste qui va toujours récidiver. Et pourtant, il sort en 2002 et puis il se trouve un petit job confortable de gardien dans une résidence à Choisy-sur-Seine. Bon, quand les flics ils ont vu ça, ils se sont dit ok, le mec il a quand même le profil du coupable. C'est chaud quand même, là, c'est chaud. Les policiers interrogent entre-temps les voisins, notamment Monsieur Bourreau, qui habite au rez-de-chaussée, qui dit que de la nuit du mardi à mercredi, il a entendu un cri effroyable à 4 h du matin. Il est sorti de l'immeuble, mais il n'a rien vu. Il a vu qu'il y avait de la lumière à l'appartement d'Audrey, qui s'est éteinte au bout d'un moment. Donc il s'est dit, bon, bah, j'ai dû rêver, je sais pas, bon, bref, il est rentré chez lui. Et le lendemain, il va voir le gardien et lui demande si lui n'a rien entendu.
Le gardien dit que non, il n'a rien entendu, qu'il allait se renseigner, voir voilà, ce qui se passait. Et M. Bourreau a quand même noté que le gardien, ce jour-là, avait pas l'air très bien, il était pâle, il transpirait beaucoup, etc. Enfin, il avait l'air un petit peu malade, voilà. Déjà là, ça a fait un peu tilt chez les flics parce qu'ils se sont dit, bon, s'il avait rien à se reprocher, le gardien, il allait nous parler du cri. Enfin, c'est quand même un truc, il y a une des locataires qui est morte, quelqu'un a entendu un cri à 4 heures du matin, enfin, on fait le lien assez rapidement. Et puis surtout, ils ont continué à interroger les autres voisins qui ont été unanimes. Oui, ce jour-là, le gardien était malade. Déjà, il n'a pas fait ses tâches habituelles, il n'a pas sorti les poubelles, il n'a pas distribué le courrier, il n'a pas ouvert ses volets. Donc, voilà, il pensait qu'il n'était pas bien ou que même il était tombé dans les pommes chez lui ou un truc. Du coup, ils ont même appelé les pompiers qui sont venus ce jour-là, sonner chez lui. Et en fait, il leur a dit qu'il était juste pas bien, il était malade. Voilà, c'est pour ça que personne ne l'avait vu. Et en fouillant un petit peu, ils se sont rendus compte qu'une habitante d'une résidence pas très loin a porté plainte contre Jean-Luc Caez parce que déjà, elle avait l'impression qu'il la regardait tout le temps bizarrement et un jour, elle l'a retrouvé devant la porte de son appartement avec un trousseau de clés de son propre appartement dans les mains. Donc elle a eu peur, elle a porté plainte, mais les policiers n'ont évidemment jamais donné suite à sa plainte. Je dis évidemment parce que j'ai l'impression que dans ces histoires comme ça, les victimes ne sont jamais prises au sérieux, bizarrement. Du coup, j'ai pas besoin de vous préciser que le principal suspect est Jean-Luc Caez, d'autant plus que les résultats du médecin légiste sont tombés et Audrey a des lésions anales et vaginales, donc elle s'est bien faite violer, et ils ont trouvé du sperme également, donc qui dit sperme dit ADN. Suite logique, Caez est placé en garde à vue et on lui demande s'il veut bien donner un échantillon de salive pour qu'il puisse comparer les ADN. Et bizarrement, il le donne. Il aurait pu refuser, hein, il n'était pas obligé de le donner, mais il le donne. Il n'était pas inquiet, rien du tout. Bon, ok, les policiers étaient étonnés. Puis ils ont fait une perquisition chez lui. Voilà, ils n'ont pas trouvé grand-chose. Entre-temps, ils ont continué à l'interroger. Il parlait beaucoup, blablabla, bla, bla, bla. Il parlait de son enfance, de quand sa mère l'a abandonné quand il avait 10 ans, du fait qu'il soit sorti de l'école à 13 ans. Apparemment, il y a sa petite amie quand il avait 17 ans qui a eu un enfant qu'il n'a jamais reconnu. Enfin bref, il a énormément parlé. Entre-temps, les résultats de l'ADN sont tombés et figurez-vous que le sperme qu'ils ont trouvé sur le corps d'Audrey ne correspond pas à celui de Jean-Luc Caez. Bah ça alors! La théorie des policiers était que c'était un viol collectif. Donc Jean-Luc Caez était là, c'est pas lui qui a violé Audrey, pourquoi pas. En tout cas, pendant les interrogatoires, ils n'obtiennent rien du tout de Caez. Et le temps presse, ils vont bientôt devoir le relâcher. Du coup, ils font appel à des experts comportementaux pour qu'ils regardent un petit peu les interrogatoires et qu'ils essayent de trouver un peu les points faibles de Jean-Luc pour pouvoir lui foutre un petit peu la pression. Et en regardant les interrogatoires, ils se rendent compte que Jean-Luc Caez a 2 points faibles. Le premier, c'est tout ce qui est lié à ses pulsions sexuelles, à sa libido, etc. Ils se sont déjà d'ailleurs rendu compte que, vous vous rappelez, il avait dit qu'il prenait un traitement pour sa castration chimique, mais en fait ils se sont rendu compte que ce traitement, c'est pas quelque chose de permanent, c'est pas un quick et il a plus jamais de pulsion de sa vie, c'est un médicament qu'il doit prendre tous les jours, et ils n'ont pas trouvé ce médicament chez lui, rien du tout, donc tout porte à croire qu'en fait il a arrêté de le prendre, et que du coup ses pulsions sont revenues. Son deuxième point faible, c'est sa mère. À chaque fois qu'il abordait le sujet de sa mère, il perdait ses moyens. Du coup, les policiers se sont donnés à cœur joie, ils n'arrêtaient pas d'aborder ce sujet, ils n'arrêtaient pas de parler de son abandon, etc. Puis à un moment, ils ont commencé à lui dire que sa mère leur a dit quelque chose de très intéressant pendant son interrogatoire, ce qui était vrai, soit dit en passant. Sa mère leur a dit que lorsque Jean-Luc lui parlait au téléphone des locataires, il disait toujours monsieur, madame, monsieur Dupont, madame François, etc. Mais quand il parlait d'Audrey, il disait pas madame Joignet, il disait Audrey. Audrey a besoin d'aide, Audrey a un nid de guêpe dans sa fenêtre, je vais l'aider. Enfin voilà, ça c'était un petit peu suspect. Et cette remarque va complètement le déstabiliser. Il met sa tête entre ses mains, regarde par terre, gros silence. Puis d'un coup, il relève sa tête et il dit « Ouais, c'est moi qui l'ai fait. » Comme ça, d'un coup. Et il avoue. Punaise, il avoue. Alors que les flics, ils étaient à 2 doigts de lâcher l'affaire, mais ben voilà. Ils lui ont foutu la pression. Bravo. Bravo. Bravo, messieurs les policiers. Et du coup, il raconte. Déjà, ça faisait 1 an qu'il n'avait pas pris ses médicaments de castration chimique. Du coup, il recommençait à avoir des pulsions. Et il a décidé que ça allait être Audrey. Voilà, il a fait son shopping. Il s'est dit « Ouh, Audrey !»
Pauvre choupette. Il a commencé par piquer les doubles des clés que Audrey avait laissées chez sa voisine de palier. C'était une vieille dame qui a absolument rien remarqué. Puis ce soir-là, donc ce mardi 13 septembre, il a attendu qu'Audrey rentre chez elle et il a mis une cagoule, pris son fusil de chasse et s'est dirigé vers son appartement. Il ouvre la porte de l'appartement avec sa clé et il se rend compte que le crochet de sécurité a été mis. Et donc Audrey, qui j'imagine était sur son canapé, sur son PC, puisqu'ils ont retrouvé son PC branché qui était posé sur son canapé, a commencé à dire oula, qu'est-ce qui se passe? Elle dit c'est qui? Et le gardien dit c'est le gardien. Du coup, Audrey, elle se méfie pas, évidemment, tu te méfies pas de ton gardien. Elle enlève le crochet de sécurité. Au moment où elle l'enlève, Kaez, il pousse la porte avec son épaule, il pousse Audrey et il rentre dans l'appartement. Et là, elle hurle, donc c'est le fameux hurlement qu'a entendu le voisin du rez-de-chaussée. Et pauvre Audrey, l'enfer commence, l'enfer commence. Il la menace avec son fusil de chasse, il l'oblige à se déshabiller, à lui faire une fellation. Apparemment, il n'arrive pas à avoir une érection, ça lui a posé un problème. Oui, il se vante qu'en fait, il n'a pas du tout tué à 4 h du matin, parce que les flics pensaient qu'elle était morte au moment où elle avait hurlé, mais en fait, il l'a gardée pendant 24 heures tout simplement pour jouer avec elle. Il l'emmène chez lui, dans sa loge, il la garde là-bas, il lui donne des somnifères, donc elle est tout le temps un petit peu droguée. Il lui rase les poils pubiens, il fait ça. Il lui fait prendre une douche, puis après il la ligote sur une chaise et il la laisse dessus. Puis après il la détache, il lui fait des frites, ils mangent ensemble, puis après ils regardent un film ensemble. Enfin, ça n'a aucun sens, tout ça, ça n'a absolument aucun sens. Et quand les pompiers sont arrivés ce jour-là, vous vous rappelez, je vous avais dit que comme les locataires n'avaient pas vu le gardien de la journée, ils ont appelé les pompiers. Donc quand ils sont arrivés, Audrey était dans sa loge. Comme quoi, dommage. Dommage. Bref, le lendemain à 19 h, il s'est dit, bon en fait j'en ai marre, donc là maintenant je vais la tuer. Donc il l'a étranglée avec une corde, apparemment ça a été long. Pauvre Audrey, pauvre Audrey, pauvre Audrey. Mais il manque un détail important, un détail très important, le viol. Il n'a pas parlé de viol. Comme je vous ai dit, en fait, il n'arrivait pas à avoir d'érection. Donc en fait, il n'a pas pu la violer. Mais du coup, le sperme, d'où vient le sperme? D'où viennent les lésions? Et là, il leur raconte un truc de malade, un truc de dingue. J'ai jamais entendu ça. En gros, 3 semaines avant, donc préméditation de malade, il a fouillé dans les poubelles d'un couple qui habitait dans la résidence et il a récupéré un préservatif usagé. Il a pris une seringue, il a récupéré le sperme qu'il y avait dedans et il l'a congelé. Il l'a congelé. Et du coup, quand il a tué Audrey, il a décongelé le préservatif, tranquille, au micro-ondes. Il a pris un concombre, il a mis le sperme dessus et il l'a violé. Choqué, choqué. Et il a dit qu'il avait vu ça sur NCIS. Il l'a vu sur NCIS et il s'est dit « Oh, c'est pas mal ça, vas-y, je garde l'idée en tête. » Et il leur a même dit qu'il avait récupéré un autre préservatif du même type et qu'il avait prévu de faire la même chose à sa femme, donc de la tuer et de mettre du sperme sur son corps. Comme ça, pendant l'enquête, ils vont forcément comparer ce sperme-là à celui du mari, qui du coup serait coupable de ce meurtre-là et qui allait être lié à Audrey, et donc il allait être arrêté à sa place. En gros, si Kaez n'avait pas avoué, ça aurait été le crime parfait, peut-être. Et le pauvre locataire, le pauvre mari qui allait être arrêté pour rien. Puis il a montré aux policiers où il avait mis son fusil de chasse, où il avait jeté des sacs poubelles avec les draps, les vêtements d'Audrey, le préservatif, etc. Évidemment, il finit ses aveux en disant « Heureusement que vous m'avez arrêté, parce que j'aurais probablement récidivé. » Voilà. Et d'ailleurs, cette affaire, elle a fait un grand scandale parce que ça montrait bien qu'il y avait une grande faille dans le système. Pourquoi on ne fait pas de suivi pour les récidivistes comme ça? Pourquoi on leur permet d'avoir des jobs comme ça, quand même gardien d'immeuble? C'est quand même un job de confiance. Et entre-temps, il y a eu des lois qui ont été mises en place, mais Kaez est passé entre les mailles, voilà, au grand malheur d'Audrey Joigny. Mai 2008 commence son procès, donc Jean-Luc Kaez, il apparaît comme un pauvre type en fait. Il était en jogging, il avait l'air... on avait limite pitié de lui. Ça faisait que 2 ans et demi qu'il était incarcéré, mais on avait l'impression qu'il avait vieilli de 10 ans. Pendant le procès, il y a eu une reconstitution de l'enfer qu'a vécu Audrey. Jean-Luc Kaez a tout refait de manière très docile. Il a mis ses gants, sa cagoule, il a pris son fusil de chasse, enfin il a tout fait. Et c'était une dame gendarme qui avait pris la place d'Audrey. Puis quand vint le moment où il devait montrer l'étranglement d'Audrey, il a demandé à ce que ça soit un mannequin en plastique, donc il ne voulait pas le faire sur cette dame. D'ailleurs, chapeau à elle, parce que ça devait être vraiment effroyable. Du coup, il a pris la corde, il a étranglé la première fois le mannequin,
Puis il a commencé à regarder tout le monde à l'Assemblée, parce qu'il y a les juges, il y a tout le monde qui assiste à cette reconstitution. Il a souri et il a dit « Non, j'ai pas bien fait, il faut que je refasse ». Horrible. Le seul mystère qui est resté pendant le procès, c'était les blessures qu'il y avait sur le corps d'Audrey. Parce que Jean-Luc Cahez répétait que lui, il ne l'avait pas frappée. Elle s'était peut-être cognée quand il déplaçait le corps, mais lui, il lui avait rien fait. Mais le médecin légiste était formel. Donc il y a eu forcément de la violence envers elle, vu l'importance de ses blessures. Et ça avait mis Jean-Luc Cahez hors de lui pendant le procès. Il s'est levé, il a commencé à physiquement vouloir aller vers le légiste en lui disant « Toi, je te tue ». Et il a dû être plaqué par 4 gendarmes pour être maîtrisé. Et ça montre à quel point ce pauvre type, en fait, c'est un psychopathe qui peut d'un coup, comme ça, paf, switcher dans son cerveau et faire preuve d'une très très grande violence. J'ai mis mon rouge à lèvres hors caméra parce que sinon c'est trop compliqué de parler et de faire en même temps. Du coup, fin du procès, clou du spectacle. Cahez demande à dire quelque chose à la famille d'Audrey. Il se lève, se tourne vers eux et leur dit « Quand j'étais avec Audrey, elle m'a dit « Tu me fais penser à mon père ». Et ça, c'était évidemment terrible à entendre pour la famille d'Audrey. Qu'Audrey l'ait dit à Cahez ou pas, enfin de toute façon, si elle l'a dit, c'était pour l'amadouer, parce qu'elle espérait peut-être qu'il ne la tue pas et qu'il la laisse partir. Mais malheureusement... À l'issue de ce procès, Jean-Luc Cahez a écopé de la peine maximale, la perpétuité, ce qui correspond, si je ne me trompe pas, dites-moi si je me trompe, à 22 ans de prison ferme, je crois. En tout cas, tout le monde dans la salle s'est levé, a applaudi. Évidemment, Jean-Luc Cahez s'est énervé et leur a fait des doigts d'honneur. Voilà, voilà. Mon histoire s'achève, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. En attendant, je vous fais des bisous, à bientôt!